bonjour à tous et bienvenue à cette 22e séance du séminaire Le Pluralisme. Aujourd'hui, on a la chance, on a la chance d'accueillir John Protevi, donc professeur au département de French Studies de la Louisiana State University, qui enseigne la philosophie française contemporaine, de Foucault à Deleuze, mais travaille aussi en parallèle sur les sciences cognitives et la biologie. Et il a publié plusieurs livres ces dernières années sur Heidegger, Derrida ou Deleuze, et l'an dernier un livre intitulé Life, War, Earth, Deleuze and the Sciences, où il confronte les méthodes deleuziennes à des questions appliquées de sciences naturelles et sociales et d'événements contemporains et politiques. Et donc ce fond deleuzien nous intéresse dans le séminaire Le Pluralisme. On a eu une séance de Louis Morel consacrée à l'ontologie deleuzienne à l'hiver dernier. Le tout est disponible en enregistrement sur séminairepluralisme.wordpress.com. Et donc aujourd'hui, nous en discuterons sûrement de nouveau à l'occasion d'une réflexion sur un sujet appliqué, original et stimulant, puisque M. Protevi, que je remercie pour sa participation, va nous parler de l'acte de tuer, de son contrôle par les individus dans une situation tirée ou ne pas tirée, les soldats ou policiers par exemple, et également son contrôle par les multiples biopouvoirs disciplinaires qui reconfigurent les catégories éthiques, peut-être ontologiques des soldats pour redistribuer la position du moi et du reste des vivants dans le monde, des questions de catégorisation qui engagent des réflexions pluralistes, aussi bien en ontologie qu'en philosophie de l'esprit ou en éthique. Le tout étant présenté à l'aune des dernières recherches en neurosciences et psychologie cognitive sur la question. Donc, Monsieur Protevi, encore merci beaucoup pour cette participation au séminaire et je vous laisse la parole immédiatement. Merci Jim et merci aussi pour l'invitation. J'ai essayé en français, je n'ai pas de formation formelle en français, mais je me débrouille et donc je vous prie de m'excuser en avance les erreurs. Ça fait partie, cette recherche fait partie d'un livre que je suis en train de rechercher sur la question anthropologique de l'existence ou pas, la thèse de l'existence universelle de la guerre préhistorique. Et donc j'étais très heureux d'acheter ce livre-là de Marilyn Patu-Matisse qui vient d'apparaître quelques ans. Sur la préhistoire, précisément, la préhistoire de la violence et de la guerre. C'est recommandé. Et donc, il y a tout un débat depuis Hobbes et Rousseau sur la question de la guerre préhistorique. Et moi, je suis contre la thèse de la guerre préhistorique. D'après beaucoup de chercheurs, y compris Engels et une grande tradition, Kropotkin, etc. Il y a un écart entre le comportement violent des chimpanzés, parce qu'il y a des meurtres, des affrontements de groupes de chimpanzés, oui, et surtout après l'établissement de l'État et de la civilisation, il y a pas mal d'évidence de la guerre. Mais la question, c'est dans les formations sociales de chasseurs-cueilleurs, est-ce qu'il y avait, dans la période préhistorique, des guerres continuelles, sauvages, etc. Et donc, en faisant des recherches sur ces questions-là, j'ai tombé sur un discours psychologique et militaire sur la nécessité de former les soldats pour tuer. Donc, dans la formule d'Hobbes, la guerre de tous contre tous, il y a une présupposition que la violence est facile. Que la violence est naturelle aux hommes, et il faut l'État pour... bonjour Nathan. Il faut l'État pour prévenir ou pour empêcher la violence implicite dans les groupes humains, les groupes sociaux,
ou dans les individus. Mais je peux commencer avec ces remarques. En effet, les militaires et les policiers ont trouvé qu'il n'y a qu'un certain petit pourcentage des individus pour qui la violence est facile. Et pour beaucoup d'autres, il faut la facilitation, il faut la formation pour faciliter la violence. Donc ça, c'est les enjeux, donc c'est philosophique et anthropologique. Donc le titre du livre sera Human Nature Between Philosophy and Anthropology. Donc, je vais écrire quelques chapitres sur Hobbes et Rousseau et les autres, oui, pour le côté philosophique, mais aussi Nietzsche. Beaucoup de gens qui ont fantasé les comportements des hommes, des êtres humains dans la situation chasseur-cueilleur préhistorique. Mais maintenant, on a un discours anthropologique qui est plus ou moins qui nous donne la possibilité d'avoir les thèses assez précises sur ces situations et d'opposer les thèses. Ouais? Les thèses. Ceux qui soutiennent la thèse d'une guerre universelle avant l'État et ceux qui le dénient. Moi, je le dénie après, et aussi après Patu-Matisse. Donc, c'est très intéressant. Elle est chercheure à CNRS, vice-présidente du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, etc. Ça, je recommande. OK. Donc, je vais parler un petit peu de l'acte de tuer. Et la présupposition deleuzienne, c'est l'acte de tuer, c'est la cristallisation d'une multiplicité. Multiplicité pour Deleuze, c'est un groupe de processus dynamiques et intensifs qui, à un certain seuil de leur rapport, se cristallisent dans un événement. Et donc, je vais expliquer les dimensions de la multiplicité qui contrôle l'acte de tuer. Et donc, après cette introduction, on va discuter les deux genres de personnes. D'après les recherches faites par les sociologues et psychologues dans l'armée américaine, ils ont décerné qu'il y a deux grands types. Il y a une élite compétente et dans cette élite, il faut avoir ou le sang-froid, et donc ça c'est tout petit pourcentage de gens qui peuvent tuer dans le sang-froid, ou et ça, j'avais pas mal de difficultés à trouver la traduction française pour berserker rage. C'est pas la rage, parce que la rage c'est avec les chiennes. Donc c'est pas, je ne sais pas, les enragés. Donc c'est berserker rage, c'est comme les Vikings. Donc les fous furieux. Et la majorité incompétente, et donc il faut avoir une formation pour maîtriser la peur et d'éviter l'empathie. Et donc je vais parler un petit peu à la fin sur le mode de formation. Et comme vous voyez, il y a le mode de formation par réflexe et aussi un mode de formation pour un comportement plus raffiné, c'est une formation de jugement sous la pression du temps, de tirer ou de ne pas tirer. Et donc c'est plus qu'un réflexe, mais un petit moins qu'un jugement fait dans une période de repos. Ouais, il faut s'entraîner pour avoir la capacité de faire un jugement sous pression de temps. Et ça c'est le truc. OK.
Ça, c'est Goya. OK. So, S.L.A. Marshall, c'était un psychologue après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait des enquêtes avec les soldats américains. Il a trouvé, il a constaté que seulement 15 à 20% des soldats ont tiré sur le champ de bataille. C'est l'infantry. Et les autres les aidaient, mais donc c'était un taux de participation assez décevant pour les généraux, parce que les généraux ont interprété ce fait dans un contexte de interprétation morale. Ils étaient lâches, ils n'avaient pas le courage de le faire. Ouais. Mais c'était un résultat assez solide à travers beaucoup de situations, et surtout même avec le variable de période de temps en service, etc. Donc, la question, ce n'est pas exactement la volonté d'engagement, c'est l'interprétation des généraux, hein, ils étaient lâches, mais pour moi, c'est plutôt, après Marshall, c'est plutôt la capacité de tirer dans la société. Donc, c'est plus corporel et moins intellectuel, moins moral. Donc, volonté, ce n'est pas volonté. So in English, it's not who is willing to kill, but who is able to kill. Et donc, ça, c'est le truc. Juste une date de quand, le livre? Comment? De quand? Quelle date? C'est après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était en 88 ou quelque chose. C'était juste avant. En effet, c'était dans les bateaux qui amenaient les soldats du théâtre en Pacifique et en Europe. Ils ont fait les enquêtes, c'était les interviews les interviews en groupe et en isolation. Et donc, il a fait tout un truc sociologique avec des statistiques, etc. Donc, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Grossman, c'était après la guerre en Vietnam. Grossman, c'était en 1996, je crois. Et il a confirmé les résultats de Marshall avec pas mal d'évidence et avec les expériences géniales. Par exemple, dans la bataille de Gettysburg, c'était dans la guerre civile aux États-Unis, la célèbre bataille, ils ont trouvé beaucoup de fusils qui ont été chargés plusieurs fois sans tirer. Et donc, Grossman a interprété le réseau comme c'était juste pour montrer, mais sans participer. Ouais. Et donc, le résultat, c'est commun à travers la guerre. Seulement, un peu de soldats participent dans les batailles d'infantry. Qu'est-ce qu'on dit pour infantry? Infantry. Ouais. Donc, c'est-à-dire à courte distance. Ouais. C'est pas... je vais expliquer, mais une des dimensions de la multiplicité de l'acte de tuer, c'est la distance. Ouais. Et donc, les infanteries sont à courte distance relativement aux gens d'artillerie, les bombardements aériens, etc. etc. Donc, Grossman a dit, interprété les résultats comme une inhibition contre le tuer à courte distance et en 5 fois. Aussi, il a fait une bonne distinction, je crois, entre la réaction de lutte ou de fuite, ouais, parce qu'on dit ça, mais ça c'est interespèce. Donc c'est la réaction d'un prédateur et le proie. Ouais. Donc le proie doit lutter ou fuir
Mais dans les confrontations entre espèces, il y a aussi le troisième et quatrième comportement possible, c'est de manifester, de montrer la puissance et de se soumettre. Donc dans l'ethnologie non humaine, il n'y a pas beaucoup, en fait c'est une minorité d'espèces qui montre la possibilité de tuer un autre dans une bataille de dominance. Pour la plupart, entre espèces, il y a une soumission, et après ça. Il y a les exceptions. Les lions, par exemple. Les lions dominants qui fait fuir le ex-dominant, l'alpha male. Il va tuer les enfants de lioness. Et il y a aussi les phénomènes de guerre chimpanzé. Ouais? Il y a aussi, je crois, avec les loups, peut-être. C'est pas... Mais à part ça, il n'y a pas vraiment la bataille jusqu'au mois dans les espèces non humaines. OK. Donc, il a fait ces distinctions. Et donc, ça, c'est le truc le plus philosophique de la présentation. C'était l'interprétation de Grossman. Je peux vous donner, si vous voulez, l'interprétation deleuzienne. Ça, c'est une multiplicité. Donc, il y a c'est pas exactement distance, c'est plutôt l'approchement ou l'élongation de distance, right? Donc c'est toujours, avec Deleuze, c'est les processus. Right? Vous vous approchez, vous vous éloignez. Mais aussi la distance physique et sociale. Donc il y a aussi le problème de déshumanisation de l'ennemi, idéologie, propagande, etc., pour créer les différences. Vous savez que dans les situations contre-révolutionnaires, les autorités cherchent toujours d'avoir les gens d'un autre groupe ethnique pour faire face aux révolutionnaires. Dans le cas célèbre de Tiananmen Square en Chine, il y avait des soldats de je ne sais pas où en Chine, parce que c'est pour confronter les étudiants. Donc c'est bien connu dans les couloirs de pouvoir. Right? Vous devrez avoir les soldats, les contre-révolutionnaires, qui appartiennent à différents groupes ethniques, right? Pour éviter la condition de solidarité entre les soldats et les révolutionnaires. Right? Donc ça, c'est la distance sociale. Je ne sais pas l'origine de la CRS, mais il faut faire les enquêtes. Hein? Aux États-Unis, c'est clair. Avec la formation de... En effet, dans la militarisation des forces policières aux États-Unis, il y a quelques épisodes célèbres, surtout en Los Angeles, avec la formation de SWAT teams et toute la militarisation. Ils ont recruté les gens du sud des États-Unis, et surtout les Blancs du sud des États-Unis, pour faire la force de répression dans la situation raciale en Los Angeles. Donc il y a un très grand documentaire qui s'appelle Bastards of the Party. Et donc c'est la formation de bandes, de gangs, the Bloods and the Crips, après la destruction de Black Panther Party en Los Angeles et l'évolution des gangs, qu'est-ce qu'on dit, bandes, gangs? On peut dire les gangs. Les gangs de Bloods et Crips, et surtout avec le trafic en drogue. Et
la coévolution de la force de police, surtout avec le recrutement des Blancs racistes du Sud, pour former surtout les groupes de quasi-militaristes, militarisés, les SWAT teams. C'est celui avec les trucs. OK. Donc, distance physique et sociale. La présence de commandeurs et de camarades. Donc, toutes ces dimensions sont la cible des études précises de la part des psychologues dans l'armée et le département de police. Commandeurs et camarades, et aussi l'intermédiation mécanique. Donc, c'est beaucoup plus facile de tirer un pistolet que de tuer quelqu'un avec la main. C'est presque impossible. Dans les situations face à face, tu peux avoir un meurtre dans la rue avec 6 ou 7 gens qui tombent sur un sol. Oui? Et dans cette situation, tu peux avoir une bagarre fatale, surtout avec les pieds, oui? un kicking. Mais heureusement, c'était un fait anthropologique qu'il faut discuter. Les occasions pour un homme ou une femme seul, solitaire, de tuer un autre avec les mains, c'est absolument minuscule. C'est toujours. Et donc, c'est le problème avec les armes, les pistolets, pas seulement les pistolets chez nous, les armes automatiques, parce que c'est beaucoup plus facile de tirer. Mais c'est pas facile, c'est pas automatique d'avoir la capacité de tirer non plus. Mais c'est plus facile que tuer quelqu'un avec les mains. Oups. OK, un autre, c'est William McNeill, historien, Keeping Together in Time. Donc, c'est pour former esprit de corps, il reste toujours, même aujourd'hui, le dressage, mais qui n'a aucune possibilité d'être utilisé dans le champ de bataille. Personne ne fait ça dans un champ de bataille maintenant. Right? Mais on fait le dressage dans la formation de soldats, même aujourd'hui. Donc, McNeill a dit, bon, comment ça? Et il a formulé l'hypothèse que c'est l'entraînement physique, hein, c'est-à-dire juste se mettre dans le même rythme corporel, hein, de marcher, de chanter, de courir, etc., etc. Ça forme un lien affectif qu'on s'appelle esprit de corps. Et donc, l'esprit de corps, ce n'est pas exactement volontaire ou ce n'est pas exactement intellectuel, c'est vraiment quelque chose de corporel. Ouais? C'est le dressage, d'après McNeill. Et donc, c'est fascinant. Il fait les études dans les rameurs en Athènes, avec la phalange. C'est fascinant. C'est excellent livre. OK. Donc, ça va faire partie de l'exposition. C'est la formation d'esprit de corps parce que... OK. Avoir des camarades, oui, dans la même situation, entraînés dans le même niveau affectif, ça facilite l'acte de tuer. Donc, pour la formation de esprit de corps, c'est le dressage. OK, le quatrième, je crois, c'est Randall Collins, c'est un sociologue, violence, microsociological theory. Je vais télécharger la présentation sur mon site web
vous aurez les slides. Qu'est-ce qu'on dit pour slides? Slides. Le français, c'est facile maintenant. On peut dire juste le mot anglais avec un accent français, les slides. Les diapositives, oui, c'est une traduction. Okay. Donc, Kant, donc, il emploie les métaphores énergétiques et de réalité émotionnelle. Donc, pour lui, c'est la tension et peur dans ou de la confrontation. Donc, il ne cherche pas vraiment les bases neurologiques, mais il décrit les situations avec des métaphores, je crois, très perceptives et très efficaces pour la compréhension de la réalité. Et pour lui, un thème majeur de son livre, c'est l'incompétence de la majorité. Par exemple, il y avait un incident horrible, raciste aux États-Unis. C'était le meurtre policier de Amadou Diallo, à New York, il y a 15 ans. Donc il y avait 5 policiers dans un couloir d'un bâtiment. 5 policiers à une distance de 5 mètres, 6 mètres. Oui, c'est juste ici de la fenêtre. Et donc, ils ont tiré 41 fois. Il n'y avait que 19 hits. Ouais. Ça, c'est impossible. C'était les policiers entraînés, formés, etc., etc. Et même eux étaient incompétents. Et donc, il cherchait les trucs. Et pour lui, il cherche d'identifier les situations, les dynamiques et les situations, les facteurs dans les situations qui va déclencher la violence. Ouais. Et pour lui, c'est une des situations les plus difficiles, c'est l'identification d'une victime faible. Et aussi, il cherche d'interpréter les faits que dans une confrontation, dans un champ de bataille, pour la plupart, les blessures sont reçues en dos. Ouais, et c'est après la rupture de confrontation de phalange, si un groupe fuit, les autres peuvent les tuer dans un panique en avant, c'est-à-dire le déclenchement, le relâche de tension émotionnelle. Ouais. Et c'est presque comme une vague qui... What is a vague? There's breaks. En approchant la plage, une vague, ça monte, et puis à un certain moment, ça crache. Non, c'est pas crache. Surprise. Ouais. Donc c'était une brisure des émotions de la part de chasseurs, ouais, et c'est ça qui déclenche, qui facilite la violence. Donc c'est... OK. C'est les plusieurs dimensions de la multiplicité de l'acte tuel. Donc le problème, c'est bien connu de la part des commandeurs, et donc il y a 2 problèmes. Le problème de contrôler l'élite compétente, hein, parce qu'il y en a, et aussi de faciliter les majorités incompétentes. Donc, le problème, tu peux imaginer que les commandeurs d'un groupe de police, le commissariat de police, l'armée, veulent avoir les gens comme Hannibal Lecter, parce qu'ils sont les tueurs faciles, etc., etc. Ben, c'est pas vrai, parce qu'il y a les problèmes de contrôle avec le sociopathe.
parce qu'ils sont des gens de bas affect, ouais, et ils cherchent toujours, ils avaient une envie de stimulus, et ça suscite des problèmes de discipline. Donc, c'est pas. J'ai lu les articles très intéressants dans les journaux militaires de psychologie appliquée. Et ils cherchent d'identifier et de contrôler les sociopathes dans l'armée. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Bon. Donc, c'est le problème. Le problème en combat, c'est. Pour la plupart, ils prennent le pouvoir dans la bataille, et donc ça va détruire la hiérarchie de commande, parce qu'ils sont pour la plupart plus compétents que leur commandeur. Ouais, et donc c'est un problème, ouais, pour les militaires. OK. Le deuxième genre des tueurs compétents, c'est les gens qui ne sont pas en sang-froid, mais qui sont berserkers, qui sont enragés, qui sont peut-être les forcenés. Forcenés? OK. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais c'est comme Achille, les Vikings. Achille, c'est le paradigme d'un berserker. Ouais. C'est quelque chose apparaît dans le champ de vision, ça va être tué. Right? C'est juste une réaction. En effet, c'est une réaction de proie. Ce n'est pas un prédateur. Un prédateur, c'est plutôt, vous voyez les chats. Right? Quand les chats chassent, les souris ne sont pas furieux. Right? Ça, c'est le truc avec les chats. Ça leur plaît. Right? Ça, c'est le truc un peu féroce des chats. Right? Mais si tu mets ton chat dans le corner, right, tu peux déclencher la réaction de fureur. Right, c'est la réaction de poids. Mais quelques cultures ont découvert les moyens de déclencher ces comportements. Et il y a pas mal de trucs à discuter dans la psychologie évolutionniste. Est-ce que ça, c'est un module transféré dans les mammifères? Parce que tu peux constater le comportement dans les chats, les chiens, les chevaux, plusieurs, dans les chimpanzés et dans les êtres humains. Et donc, ça va poser des questions sur pas mal de choses. Ouais, ouais. OK. Et donc, j'appelle théorie désubjectivisée. J'ai une question, mais peut-être qu'on va en parler après. Mais est-ce qu'on a des données neurologiques précises sur les différents types de violences, justement? Et par exemple, je sais que pour la sociopathie, c'est une zone du cerveau, disons, qui serait liée à l'empathie, qui peut développer au niveau des liens sociaux. Et bon, alors pour le cas des berserkers, est-ce qu'on a étudié s'il y avait des anomalies cérébrales ou si c'était par exemple des problèmes de connexion synaptique, puisque c'est le cas dans les traumatismes. Oui, c'est difficile à dire parce que les états berserkers, ça rend les gens susceptibles à la PTSD, right? Post-traumatic stress disorder. Voilà. Donc, oui, le début de sciences affectives, neurosciences affectives, un des premiers livres dans ce domaine était celui de Jaak Panksepp, Affective Neuroscience. C'était en 1998. Et il a fait les enquêtes, les expériences avec les rats, avec les mammifères, avec le direct electrical stimulation, avec une électrode sur une partie particulière de cerveau, et il pouvait déclencher tel ou tel comportement de joie, comportement de dépression, comportement de fureur, un comportement de
je ne sais pas quoi. Donc, dans les sciences affectives, on parle d'émotions de base et les émotions plus raffinées, les émotions sociales. Donc, l'émotion de jalousie, c'est l'émotion sociale, mais une émotion comme la peur, le anger, le fureur, la tristesse, la surprise, et je ne sais pas quoi, il y a 5 ou 6 émotions de base, et il a trouvé que ça peut être déclenché avec un circuit neuronal spécifique. Et donc il y a un problème d'éthique de faire les expériences avec les êtres humains. Pas faire un truc comme ça. Mais dans les expériences naturelles de maladies, dans le je ne peux pas prononcer ce mot, chirurgie. Oui, donc c'est les expériences naturelles, disons, avec les maladies, les trucs comme ça, tu peux constater dans une comparaison de résultats de chirurgiens. Donc, tu ne peux pas expérimenter directement sur les êtres humains. Dans ce cas, c'est le problème, toujours avec les trucs neuronaux. OK. Bon, en tout cas, oui, il y a surtout dans les espèces mammifères plus simples que nous, parce que il y a les évidences de les circuits dédiés à plusieurs émotions de base. OK, donc le Berserker Rage, et donc ça c'était un des trucs qui me fascine dans ces recherches, c'est que la littérature est fascinée par l'acte de tuer, ben, la philosophie, non. Donc Homère, il a mené des enquêtes sur l'acte de tuer, ouais, dans l'Iliade. C'est incontournable. Il y avait des descriptions superbes. Ouais. Mais en philo, Platon a dit des trucs dans la République sur les gardiens. Hobbes, il a dit ouais, tout le monde peut tuer un autre dans le sommeil. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup d'investigation de l'acte de tuer. Beaucoup de choses dans la tradition philosophique sur l'éthique de peine de mort, sur le Just War Theory, l'éthique de guerre, etc. Mais ça présuppose l'acte de tuer. Donc, vraiment, l'investigation de l'acte de tuer, ça nous manque. Mais Homère, et donc, pour les Grecs, c'était possession par Arès. Ouais. Et donc, nous avons les descriptions de la fureur d'Achille dans l'Iliade après la mort de Patroclus. Et le problème d'Hector est fascinant. Hector a été formé dans son corps et son cerveau. Il était guerrier. Il n'était pas un soldat. Il était un guerrier. Donc, il préfère de faire face à Achille, même si c'est évident, il va être tué par Achille. C'était impossible pour lui de répondre positivement aux prières de son père, sa mère et sa femme. Ils ont prié Hector à faire la bataille de mort de la ville, de la cité, et toi vas soutenir le coup des Grecs. Et il a dit non, je ne peux pas.
Je préfère de faire face à Achille. Et préfère, c'est pas assez fort. Il était obligé, mais obligé, c'est trop intellectuel. C'était impossible pour lui de se transformer de guerrier en soldat. Mais Ulysse, il s'est transformé. Ouais? Mais après combien d'années? Après 7 années, après 7 ans, sur la plage, déprimé de Calypso. C'était 7 ans. Ouais? Et après ça, il s'est transformé en soldat. Il pouvait se déguiser donc, dans le corps. Tous ces trucs Hector et Achille ne pouvaient pas faire. Ouais? C'était impossible. Tu ne peux pas imaginer Achille en déguisement. Oui, c'est impossible. Hein? Et donc, c'est la différence entre un guerrier et un soldat. Ouais? Ulysse se transforme en soldat, je crois. OK. Bon. Je vais aller un peu plus rapidement. Donc, dans ce portrait d'un firing squad, tu peux voir le commandeur, hein? Tu peux voir l'équipe. Et surtout dans qu'est-ce qu'on dit, le fusil, le firing squad. C'est un peloton d'exécution. Peloton d'exécution, il faut un peloton. Ouais? Donc il y a un groupe et il y a toujours un fusil sans truc, sans bullet. Et absolument essentiel, c'est le blindfold. Et ça sert à quoi? À quoi ça sert? Pas savoir quand. Oui, non, c'est pour faciliter l'acte de la part des soldats. Parce que ça empêche l'empathie. Pardon? Pour le contact visuel. Exactement. Ouais, il n'y a pas de croisement de regard. Ouais. Et donc, tu peux imaginer dans un contexte d'évolution, de formation de ce truc, ils ont trouvé la combinaison de facteurs qui a facilité l'efficacité d'un peloton. Ouais, c'est plus facile s'il faut le commandeur, l'équipe, le fusil vide et le blindfold. Donc, OK. Non, évidemment, c'est pas nécessaire d'avoir tous les trucs. Right? Il y a 2 photos de la guerre en Vietnam, absolument essentielles. C'est la petite fille nue qui court après avoir été brûlée par le napalm. Et l'autre, c'est l'exécution dans la rue de Saigon par le chef de police. Tu peux te rappeler l'image? Oui. Oui. C'est important. Oui, c'est juste comme ça, ouais. C'est les 2 photos les plus célèbres de la guerre en Vietnam. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un peloton, etc., mais pour la plupart, surtout pour faciliter le comportement des soldats dans la majorité incompétente, ils ont trouvé cette formation de facteurs pour faciliter l'acte de tuer. Oui? Et vous savez la raison pour laquelle, dans le peloton d'exécution, sur ceux qui tiennent le fusil, il y a toujours un fusil vide? Oui, je crois que c'est pour baisser le niveau de tension dans le peloton, parce que tu peux toujours te dire « Oh, c'était pas moi, c'est moi qui avais le fusil vide ». Je crois que c'était quelque chose psychologique. Personne ne Parce sait que qui a tué. moi je pensais que c'était surtout pour ne pas avoir de représailles de la partie, par exemple, de la famille du mort. Ah, ok. On ne peut pas reprocher à un gars d'avoir tué, puisque peut-être il n'a pas tué. Ok, c'est bon. Enfin, les 2 explications. Non, ouais, ça.
Oui, ça c'est un des questions de ce livre, c'est la question de la guerre universelle préhistorique. Il y avait toujours, avec les êtres humains, les meurtres et les représailles de la famille. Ouais. La question, c'est la guerre. Ouais. Et est-ce que la guerre est-il une situation universelle? Mais toujours ça. Mais en effet, tu peux dire que la représaille, la vendetta, c'est une fonction sociale anti-guerre. Hein? Parce que c'est une personnalisation de la violence. Hein? C'était toi et moi, c'est pas le groupe, ouais? C'est juste... Ouais. Et donc, ça, c'était un point très, très intéressant. OK, c'est déjà 3/4 d'heure, donc je peux faire un peu... OK. On a la salle pour 3 heures, au cas où. OK. OK. Donc, un des facteurs, et donc il faut briser le facteur d'identification empathique pour faciliter l'acte de tuer dans la majorité incompétente. Ouais? Donc, ça, c'est le... Et le terme pour blindfold, c'est... Le bandeau. Comment? Bandeau. OK, bon. Et donc, dans les sciences cognitives et surtout dans moi, je fais partie de l'école inactive dans la science cognitive. Ouais. Pour la plupart, il y a les computationalistes, les cognitivistes, les connexionnistes, et la troisième école, c'est les inactivistes. Donc, c'est Francisco Varela, qui était le fondateur, Evan Thompson, Sean Gallagher, pas mal d'autres que dans ce domaine. Et pour eux, le modèle, c'est le comportement d'un organisme dans un environnement en temps réel. Ouais? Et donc, ils cherchent Sans doute, c'est possible pour nous, les êtres humains, d'avoir les cognitions dans le modèle cognitif de réception d'informations sensorielles, calculation d'après quelques algorithmes, et puis commande aux muscles, la commande. Ouais, c'est le tripartition, les 3 étapes dans un modèle de l'esprit traditionnel. Les inactivistes cherchent d'éviter ça, c'est possible dans les situations extrêmes, mais pour la plupart, d'après les inactivistes, il y a des habitudes, c'est toujours plus facile, plus efficace de modeler les actions d'un organisme et pas le fonctionnement d'un ordinateur. Donc, c'est un énorme champ de bataille dans le philo, et on peut discuter ça après, mais en tout cas, dans la théorie de l'esprit, ouais, il y a la theory, que c'était ça c'est la capture d'informations, de comportements extérieurs, ouais, puis la calculation par un algorithme, et puis l'inférence d'un état mental dans la tête d'autrui. Donc c'est une calculation. Tu es un détective. Il y a d'autres. Le deuxième, c'est la théorie de simulation. Hein? Et donc, ça, c'était avec le neurone miroir. Et c'est pas exactement la même chose. Tu captes les infos du comportement d'un autre. Mais après ça, tu déclenches une simulation dans ta tête, et après ça, tu lis le résultat de cette simulation, et après ça, tu infères
tu imputes, tu infères l'état mental d'autrui. C'est une calculation ou une simulation. Et la troisième école, c'est les théories phénoménologiques. Ils disent que, pour la plupart, ils ne dénient pas que c'est possible de faire la theory ou même la simulation theory. Mais pour eux, une émotion, un épisode émotionnel, c'est quelque chose qui se déroule entre sujets. Hein? Et donc, il y avait une perception directe de l'émotion de l'autre. Donc, c'est pas exactement... Donc, où se trouvent les émotions? Ils se trouvent entre eux, entre nous. Hein? C'est pas dans ta tête. Hein? Je dois pas, dans la plupart de la vaste majorité de situations, c'est évident les émotions d'autrui. En jouant de cartes, oui, il faut avoir des trucs pour interpréter les émotions, interpréter les visages, etc., mais pour la plupart. Donc, c'est les théories phénoménologiques, elles sont basées sur une intersubjectivité primaire. Et donc, il y avait une des choses les plus intéressantes pour moi dans les dernières années, dans la science cognitive, surtout dans les inactivistes, c'était l'attention aux psychologues développementaux. Ouais? Donc, c'était la thématisation de la présupposition d'un sujet adulte dans l'histoire de philosophie. Et maintenant, on fait attention aux psychologues développementaux. Et donc, College of Wharton, c'est un psychologue à Edinburgh. Et Daniel Stern, c'était un psychologue aux États-Unis, à New York. Et ils ont mené les enquêtes sur l'entraînement physique et affectif, le couplage oscillatoire dans le terme technique, entre le caretaker et l'enfant. C'est pas toujours la mère, mais entre le caretaker et l'enfant. Et donc, il y a toujours les chansons de berceau, le langage de baby, le babillet aussi, toute cette rocking, le balancement et tout ça. Donc, c'est tout un champ de comportement. Donc, posez-moi des questions, si vous avez des questions, parce que c'était un champ énorme de recherche, il y avait beaucoup de choses, je ne sais pas si c'est... Donc, c'était l'étude de l'entraînement physique entre caretaker et enfant. Et d'après Trevarthen et Stern, ça nous donne la base d'une intersubjectivité primaire. Donc, il y a des questions entre le modèle de Damasio, par exemple, pour Damasio. Le core self, c'est plutôt le trafic neuronal entre les sensations corporelles, surtout sur l'homéostase, et la formation d'un core self, c'est une soi de base. Ouais? Mais pour Trevarthen et Stern, c'est un peu trop individualiste. Hein? Pour eux, il faut faire attention à l'échange corporel entre les enfants et les caretakers. Donc, c'est super. Et les autres, les phénoménologues comme Evan Thompson ou Sean Gallagher, ils présupposent l'intersubjectivité primaire et ils cherchent de constater les possibilités d'une intersubjectivité secondaire. Donc, dans les phénomènes d'attention partagée, l'échange de paroles, donc tous ces trucs comme ça.
Il y a quelques d'autres exemples. Et donc, ces neurologues, comment ils expliquent que la capacité d'empathie, justement, dans les mêmes conditions, n'est pas développée de la même manière chez tous les enfants et que du coup, ça peut avoir comment... Ah oui, bon, ben il faut avoir toujours... il faut faire toujours attention à la population et la distribution des effets et de comportements. Donc c'était un champ à rechercher. Ouais. Est-ce qu'on peut identifier les... Well, je crois qu'on peut identifier maintenant les périodes critiques pour l'établissement d'empathie, etc. etc. Donc, après, ils ont fait les enquêtes sur les conditions d'enfants dans les orphelins, dans les institutions. Et il faut avoir pas plus que 2 ou 3 caretakers, je ne sais pas, caretakers, les gens qui s'occupent, qui soignent les enfants. Les nourrices, oui. Donc il faut avoir le contact de peau, la chaleur, l'amour, disons, oui. Et surtout 2 ou 3 nourrices, et pas plus. Ouais. Et donc ils ont fait une enquête super. Parce que les chercheurs ont identifié le problème de développement des orphelins. Et une théorie était que les conditions de santé dans les institutions étaient pires que dans les maisons bourgeoises. Et donc c'était les germes, les maladies, le manque de nutrition, etc., etc. Ils ont contrôlé tous les facteurs comme ça. Et ils ont comparé le développement des enfants dans les prisons avec leur mère. Oui? Dans une prison avec du bruit, le chaos, etc., etc. Et ouais, c'était les enfants de prisonniers qui étaient en pleine santé, étaient bien formés, etc., etc. Donc c'était le manque d'amour. Hein? Et l'amour vraiment dans un rubrique corporelle. Il faut avoir le contact de peau. Non, sans doute. Il y a beaucoup de cultures avec beaucoup de comportements pour les enfants. Ça, c'est donc il faut voir les comparaisons anthropologiques, sociales, etc., etc. Mais pour moi, surtout dans cette question, je crois que pour la plupart, toutes les sociétés, toutes les cultures ont découvert les moyens de former les gens dans une condition pro-sociale. Qu'est-ce que ça veut dire pro-social? Pour moi, c'est l'investissement émotionnel dans les patterns, dans les structures d'une société. Ça, c'est pas être gentil, parce que être pro-social, ça suscite aussi en occasion les punitions de non-conformité. Donc c'est ça. Mais pour la plupart, en effet, c'est la définition d'une société qui soutient, c'est la capacité de former les gens dans les gens pro-sociaux. Il faut avoir les investissements émotionnels. Et c'était un des problèmes dans la psychologie évolutionniste. Comment expliquer l'altruisme de troisième partie? C'est facile d'expliquer. Je peux être
furieux avec toi si tu me frappes, si tu frappes ma mère, ma soeur, etc. Hein? C'est facile d'expliquer, même pour les raisons génétiques, hein? Parce que je partage mes gènes avec mes enfants. Hein? Le problème à expliquer, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer comment expliquer le fureur si j'observe, si je vois quelqu'un faire injustice en troisième partie. Mais c'est évident, si tu vois dans la rue quelqu'un qui bouscule, quelqu'un sans s'excuser, c'est presque toujours une réaction émotionnelle. Mais pourquoi? C'était une troisième partie. C'est pas mon père, mon frère, mes enfants. C'est une question. Hein? C'est une question d'altruisme, l'évolution d'altruisme. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais le fait, c'est donc il y a toujours les problèmes d'identification de groupe, in-group et out-group, etc., etc. Mais les in-group avaient la capacité de former les sujets pro-sociaux. Dans les conditions extrêmes, tu peux avoir les atomisations et tu peux détruire l'empathie, même dans le in-group. Ouais? Mais OK. Donc, ça, c'est toute une autre question. OK. Je vais dire quelques mots. Une des positions dans l'explication de l'évolution de l'altruisme, c'est la position de Darwin qui a dit si tu admets le group selection, sélection au niveau du groupe, et si tu admets une condition de guerre quasi universelle dans les sociétés chasseurs-cueilleurs préhistoriques, tu peux expliquer l'évolution d'altruisme. Hein? Parce que s'il y a un groupe avec quelques altruistes, mais un groupe avec seulement des égoïstes, dans une bataille comme ça, le groupe avec les altruistes va être victorieux dans une bataille, dans une condition de guerre. Mais s'il n'y a pas s'il n'y avait pas de condition de guerre universelle dans le préhistoire, comment expliquer la formation de sujets altruistes? Donc c'est une des questions dans ce domaine-là. Et les réponses c'est sur l'intersubjectivité primaire. S'il y a une convergence de processus de soins d'enfants qui va susciter l'investissement émotionnel dans les patterns d'une société, tu peux expliquer ça sans la présupposition de la guerre universelle. Donc, il y a pas mal d'autres choses à expliquer. Il me semblait avoir lu un article sur l'altruisme dans les groupes, mais je me souviens plus de qui c'était, mais en gros qui s'inspirait des théories du jeune égoïste de Dawkins pour dire que en fait les collectifs humains des premiers hominidés partageaient beaucoup de leur génome, d'un matériel génétique, et donc on pouvait dire qu'en somme c'était comme dans les groupes du type fourmilière où il y a des fourmis qui se sacrifient pour l'ensemble de la fourmilière. Ouais. Parce que finalement, ce qui compte, c'est la transmission du gène et pas la vie individuelle. Au niveau génétique, disons qu'on est codé pour se sacrifier. Oui, non, c'est vraiment difficile, right? Parce qu'avec la présupposition génétique, tu peux expliquer tous les phénomènes du monde. Right? C'est juste,
tu dois faire les calculations, tu peux former les explications de n'importe quel phénomène. Oui, c'est vrai, parce que tu peux expliquer l'altruisme avec la théorie de Hamilton, avec le kin selection, ou avec d'autres trucs comme tu connais la sélection des affines, hein? Je veux me sacrifier pour 2 frères ou 8 cousins. Hein? C'est le partage de gènes. Et d'autres, il y a la réciprocité mutuelle. Et le mutualisme, c'est la réciprocité directe, réciprocité indirecte avec les réputations. Oui, tous les sacrifices, la définition de fitness, c'est juste un coût, un cost contre un bénéfice. Ouais? Le cost ne doit être la mort. C'est juste quelque chose. Et donc, si je me montre comme quelqu'un qui peut être altruiste, je peux gagner en réputation et ça va faciliter dans notre temps le partage de gènes parce que ça va être plus facile pour moi de trouver une femme, pour les femmes de trouver un homme. Donc tu peux expliquer tous ces trucs comme ça. Avec le modèle de Axelrod, avec la formation d'altruisme dans la game theory, c'est tout un discours, c'est une littérature énorme. Et donc, c'est une littérature énorme, basée sur le désir d'expliquer l'altruisme en termes d'égoïsme. Oui? Si tu penses, tu peux former les explications en termes d'égoïsme, soit au niveau du gène, soit juste au niveau psychologique, pour n'importe quel phénomène. Oui, c'est juste. Pour moi, la question intéressante, c'est pourquoi ce désir d'expliquer l'altruisme par l'égoïsme. Ça appartient aux formations des économistes, surtout aux États-Unis, mais en France, sans doute, c'est la néolibéralisation, si je peux utiliser un terme un peu facile, mais c'est une néolibéralisation de toutes les sciences humaines. C'est un désir. Avec le Freakonomics, tu as vu le truc, c'était un livre, c'était l'Université de Chicago après. Gary Becker, il vient de mourir, il était un super économiste. Ouais. Mais maintenant, c'est une machine. Ouais. Tu peux former les économistes qui peuvent expliquer tout dans les termes d'égoïsme, d'utilité. C'est ça la base de la science. OK, en tout cas. OK, on va voir. OK, une des questions dans ce domaine, c'est la base neurologique du sens d'empathie. Ouais. Et Gallese et Singer, ce sont les neurologues, ils ont constaté que dans l'empathie suscitée par la douleur, il y a une activation neuronale des circuits qui surveillent les viscères. Et donc c'est vrai qu'on dit, on dit en anglais gut-wrenching, c'est-à-dire c'est une expérience aussi horrifiante que j'étais mal je voulais vomir.
etc. Et donc, il y avait les évidences neurologiques, que c'est l'expérience de la douleur d'autrui, et fait par les neurones qui mappent, les neurones qui surveillent les viscères. Donc c'est fascinant. Avec ça, il y a Damasio Panksepp, les neurologues de la neuroscience affective. Ils ont dit la proprioception et condition de corps. On vient de parler un petit peu de ça, le corps self. Et donc, on a beaucoup d'anecdotes de soldats sur précisément l'inhibition par le croisement de regard. Right? Donc, le partage de douleur des victimes, l'horreur de vision d'entrailles, et surtout la révulsion de sentir l'odeur de chair brûlée. Évidemment, c'est la plus pire chose du monde. Beaucoup de soldats ont fait les témoignages, surtout dans la première expérience. Il y a un phénomène de désensibilisation, après désensibilisation, après 3 ou 4 trucs. Mais après ça, il y a aussi l'expérience de fatigue de bataille, de post-traumatic stress disorder, etc. Il y a la période d'efficacité, c'est après la première bataille, mais avant le 5e ou 6e. Puis après ça, c'est la destruction du système nerveux, c'est la fatigue. Est-ce qu'il existe des travaux sur l'empathie à partir du moment... Enfin, maintenant, on sait que par rapport aux drones ou par rapport à l'utilisation de plus en plus de la robotique, notamment dans l'espionnage ou l'assassinat à distance, on est quand même avec des soldats qui ont un joystick, donc c'est un rapport de jeu vidéo, un rapport d'écran. Est-ce qu'il y a des travaux sur l'empathie Oui, j'ai pas lu... Pardon. Et quels sont notamment le moment où, à partir d'un drone ou à partir d'un robot, il y a la décision de l'acte de ne pas tuer, c'est-à-dire l'empathie, donc l'acte de tuer, et aussi l'acte de ne pas tuer, donc là où l'empathie se met en place, alors même qu'il n'y a pas de corps. Oui, c'est absolument question très pointue, très bien fait. Oui, ils sont en train de faire des recherches sur ce sujet-là. Et toutes ces dimensions de distance sociale et surtout la médiation technique de l'écran, ce sont les facteurs. Mais je n'ai pas lu beaucoup d'études, mais je sais que l'armée américaine, les forces militaires américaines ont des milliers de psychologues qui font les enquêtes continuellement sur les conditions comme ça. Et donc, je sais qu'il y a le problème de stress disorder, PTSD, post-traumatic stress disorder, right? Même avec les opérateurs de douane. Il y a toujours une équipe. Je crois qu'il n'y a jamais juste un opérateur. Il y a au moins 2 opérateurs dans les cabines. C'est exactement le truc aussi avec les pilotes. Oui, c'est un pilote aérien, c'est juste un écran. Ça facilite, mais c'est pas sans effet. Donc, en fait, c'était, je crois que c'est, ah oui, ok. Donc, mode de formation. Le dernier. C'est très curieux. Même si, avec les psychologues qui soignent les soldats, et j'imagine aussi les opérateurs de douane, les psychologues cherchent de relever la peine, la douleur de leur clientèle. Ils disent aux soldats, tu as été formé
c'était une équipe, c'était la décision du président, c'était la décision des généraux. Oui? Vous étiez dans l'armée et aussi vous avez été formé par les formations psychologiques sous-personnel. Donc, il y avait l'équipe super-personnelle et les réactions, au moins les jugements sous-personnels. Ouais, donc, ça, c'est la formation. Et même après ça, les soldats insistent de sous-culpabiliser. Non, c'était moi qui a fait, c'est moi qui a tué cet enfant-là. Et ça, c'est fascinant pour moi. Comment ça se fait? Ouais, c'est pas un soulagement d'expliquer la formation ou la présence du commandeur et tout ça. Ouais, donc c'était non, ça je ne sais pas. C'est l'héritage du chrétianisme peut-être. Ouais, c'est moi. Tu connais les histoires de Nietzsche, il cherche de généalogie, de culpabilisation, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est évidemment le témoignage des psychologues, c'est ce phénomène de culpabilisation de soi. C'est intéressant parce que je viens d'oublier le nom de l'expérience, mais la fameuse expérience où on oblige à électrocuter des gens. Voilà, de Milgram. Quand les gens avaient une espèce de répulsion à obéir à l'autorité, il y avait une liste d'arguments dans l'ordre qu'on leur donnait, et notamment les premiers c'était non, ça n'est pas. Enfin, vous qui décidez, c'est un ordre de l'expérimentateur, puis vous êtes dans une structure contrôlée, c'est un programme scientifique, etc. Ouais. Et ça déculpabilisait suffisamment pour que les gens aillent assez loin, généralement, dans l'obéissance à l'autorité. Oui, quelques-uns. Il y avait un pourcentage d'obéissance et aussi un pourcentage de... rétroactif. Oui, rétroactif. Ça n'exclut pas le fait que ces gens-là, s'ils pensent avoir tué quelqu'un, même si sur le coup ça ne leur pose aucun problème, rétroactivement, ils vont avoir une culpabilité qui va se développer. Mais sur ces questions-là, il y a une distance immense, c'est les soldats qui ont, les deux soldats qui ont cliqué sur le bouton pour envoyer la bombe nucléaire à Nagasaki et Hiroshima. Il y a le livre d'entretien avec Gunther Anders et celui qui a fait cela. Et donc il y avait une distance immense, il ne voyait pas les ennemis, et sa vie a été détruite après cela. Il a été dépressif, il avait une culpabilité immense. Oui, le Milgram, je ne suis pas expert dans les expériences de Milgram, mais ce n'était pas à 100%. Ouais. Il y avait les gens qui ont refusé les ordres, mais il y avait d'autres qui ont obéi. Des questions? Je pensais juste au fait que l'un des contributeurs de ces fameuses bombes, justement, il a été emmené, un Américain, donc assez âgé du coup, mais qui avait été emmené, donc je crois à Nagasaki. On a dit, écoutez, là c'est le pont T, vous avez dit qu'il fallait larguer la bombe, on l'a fait rencontrer des victimes, on l'a emmené au mémorial, donc des Japonais qui très poliment, très gentiment l'ont guidé dans ces différentes étapes. Il n'y a eu aucune culpabilité. Moi j'ai eu un ami au basket qui faisait du baseball avec lui, et il est mort au Japon, donc c'était tout à fait légitime de massacrer 2 villes japonaises. Je trouve que la non-culpabilité est peut-être encore plus surprenante finalement que la culpabilité rétroactive. C'est très exceptionnel ça, je pense. Je pense aussi, mais c'est un phénomène... C'est un cas très singulier. J'arrive pas à imaginer la non-culpabilité. J'espère que c'est un cas exceptionnel. Oui, mais ça c'était tout l'argument idéologique, parce qu'il y avait toujours... je ne suis pas expert dans cette question, mais je crois qu'il y avait les rumeurs que l'invasion terrestre du Japon va coûter 1 million de soldats. Ouais, et ça a été répété, cette phrase, ouais, après des mois et des mois et des mois. Et
Et aussi, il y avait l'esprit de vengeance. Il y avait un ami tué dans une bataille de Sud-Pacifique. Tout ce discours se passe dans la distribution des effets dans une population. Il y a toujours les gens de ce côté et ce côté. Et donc, c'est la question pour les psychologues, hein, c'est d'identifier c'est de constater les facteurs d'identification pour prévoir les réactions de gens. Donc, ils sont en train de faire les recherches sur les apparateurs de douane. Sans doute. OK. Formation par réflexe. Oups. OK. Le changement, pour faciliter, pour augmenter le taux de participation dans la guerre en Vietnam, ils ont changé la formation de tirer par réflexe sur figure humaine, pas sur le bullseye. Donc c'était un changement de formation et ils ont augmenté le taux de participation en Vietnam par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça c'est le truc comme ça. Et c'est la formation maintenant, c'est dans le live fire. C'est-à-dire il y a les armements de l'autre côté, et donc les soldats sont vraiment dans une condition mortelle. Ils étaient formés dans les conditions réalistes. Donc, c'est le réflexe. Mais, en Vietnam, il y avait juste les chambres de bataille, ouais, mais en Irak, et Afghanistan, surtout avec les policiers, il y a les questions d'une situation à juger. C'est pas juste donner la commande, tu peux tirer si tu vois une figure humaine. Hein? Non, il faut avoir évaluation de situation. OK, là, un des questions, le contexte social. Maintenant, aux États-Unis, on subit une militarisation de la police. Et ça, c'est littéralement, hein, parce qu'après la guerre en Irak, et après le point le plus intense de la guerre en Irak et maintenant en Afghanistan, il y a beaucoup d'équipages, des armements, même les chars blindés et tous ces trucs qui sont donnés au commissariat de police dans les villes. Même dans les petits villages, il y a les gens avec le SWAT team, avec qu'est-ce qu'on dit pour les boucliers et tous ces trucs-là. Et surtout, on dit c'est la guerre contre les drogues. Donc, c'est la militarisation de la police. Ouais? C'est la militarisation de ma société. Ouais? Donc, ça, c'est des problèmes. L'autre problème, ouais, duquel se plaignent les militaires, les missions militaires sont de le maintien de la paix. Et les soldats se disent toujours, le commandant, je ne suis pas formé d'être policier en Bagdad, ouais, je suis soldat. Et donc c'était un croisement de missions. Ouais. C'est la guerre contre les drogues aux États-Unis et être policier en Bagdad. Et maintenant aussi, surtout aux États-Unis, avec le Second Amendment et tout ça, et surtout avec le racisme, il y a une formation sauvage des civils.
Ouais, il y a beaucoup de studios, de formation par pistolet, même de fusil, tout ça. Donc ça c'est le contexte. Et aussi maintenant on cherche de trouver les corrélats neuronaux des comportements. Donc ça c'est la prochaine, la dernière partie d'exposé. OK. Donc tu vois, ça serait plus facile juste de montrer le choc. Il y a la différence entre la formation numérique et une formation cinématique. Donc, pour Corel, tu es assis devant un écran et vous appuyez sur un bouton comme ça, juste au moment où vous détectez le fusil dans la main de figure. Ouais. Ben c'est juste une image sur l'écran. Sans mouvement, vous êtes assis, ouais, c'est juste un bouton. Mais il y a beaucoup d'expériences qui constatent les préjugés raciaux contre les Afro-Américains. Or, dans le seuil de tirée, c'est-à-dire dans la rapidité de décision, mais pas vraiment dans la détection d'un pistolet contre un portable. Mais aussi la possibilité de contrôle de soi cognitif de la part des experts. Donc, c'est la question de formation par Corel, les expériences du Corel. Oui, donc c'est pas si clair, mais c'est afro-américain et blanc avec des portables, et aussi maintenant avec un pistolet blanc avec un pistolet et afro-américain avec un pistolet. Et donc il compare le résultat, le temps de décision et tout ça. L'autre équipe de chercheurs que je veux discuter, c'est James et Villa. Et ils cherchent d'être plus réalistes qu'être assis. Donc, juste pour le comportement physique, tu es debout contre assis. Hein? Si tu es debout, il y a toute une différence de endocrinologique. Donc, juste la posture, ça va différencier les résultats. Et vous avez un pistolet, dans le pistolet de laser, dans la main. Et donc, c'est plutôt comme ça. Hein? Donc, c'est cinématographique, c'est un petit film qui se déroule, et tu es debout dans un théâtre. Donc, c'est beaucoup plus réaliste que ça. Mais ce n'est pas assez réaliste, ouais, parce que la chose pour les policiers, il faut avoir les échanges entre les acteurs et le policier. Parce que ce n'est pas juste tirer ou tirer, tu dois faire les étapes, le continuum de force continuum, ouais, c'est pas... tu es formé de ne sauter pas au moment de tirer d'abord. Ouais, tu dois suivre les étapes. Et ça c'est aussi difficile d'avoir dans le paramètre d'une expérience, ouais, d'avoir les échanges. Donc, la chose intéressante pour James et Villa, ils ont trouvé que le policier avait des préjugés pour les Afro-Américains. Beaucoup d'expériences, et c'est pour les policiers blancs et noirs, hein, donc beaucoup d'autres expériences, sont préjugés contre les Afro-Américains. Ouais. Donc, ce n'est pas une simple identification de groupe, parce que même les noirs, policiers noirs, ont le même préjugé.
contre les suspects noirs. Donc, mais James et Villa a fait, ils ont avoir les résultats contre ça. Donc, c'est juste il y a un an, et donc on va discuter ça. Et il a fait des spéculations sur le contrôle cognitif et le désir de montrer le manque de préjugés dans le contexte de discipline administrative. Parce que, ouais. C'est ça. OK. Ouais. Le problème même si James et Villa sont plus valides, Collins aurait voulu ajouter les effets d'équipe parce que on voit les malentendus par notre formation, par les films policiers. Dans les films policiers, il y avait toujours un héros qui fait face à un ennemi solitaire. Parce que ça arrive, ça c'est contre la formation de policiers. Si tu peux, la directive c'est de se retirer et de former une ligne de sécurité et d'entendre les autres. Et donc, même, mais tu vois, dans cette situation, c'est un seul policier. Et donc, ça, c'est le problème de la validité écologique, parce que pour la plupart, il faut avoir au moins un partenaire. Parce que ça, c'est le processus régulier des policiers, c'est d'avoir au moins un partenaire. Ça va partager les responsabilités, il y a beaucoup d'effets d'équipe qui commencent nous reminds us of. Okay. I think that's enough. OK, bon, le dernier. C'est Bruce Wexler. C'est un superbe livre. Brain and Culture, MIT Press, 2006. Et en effet, oui. Je suis en train de lire le livre de Descola. Et Descola fait la distinction entre les schémas spécialisés et les schémas intégrateurs. Ce sont les formations de soldats, sont sans doute les schémas spécialisés dans la terminologie de Descola. Et la capacité d'avoir les schémas neurologiques, par formation, c'est la plasticité neuronale. C'est la neuroplasticité. Il y a tout grand truc aux États-Unis maintenant, la neuroplasticité et l'épigénétique. En effet, c'est très important. Tu peux avoir une facilité avec les termes, mais c'est un bouleversement de la biologie. Surtout l'épigénétique. Mais la plasticité, c'est aussi important parce que contre la psychologie évolutionniste, on a les modules. Je suis convaincu, on a les modules. Mais les modules sont ontogénétiques et pas transmises par l'évolution. Donc, notre évolution, c'était pour la plasticité du cerveau. De ça, je suis convaincu. Mais nous avons les modules. Vous savez le terme module, c'est un automatisme inconscient, c'est avec le truc de Jerry Fodor, etc., etc. Donc, on a beaucoup d'habitudes. Le terme quotidien peut être habitude.
Mais les habitudes sont formées, c'est pas transmis par l'évolution. La capacité de formuler les habitudes, ça c'est transmis. Oui, le point important, c'est que les modules sont encapsulés, c'est-à-dire que le module perceptif, le module du traitement des visages, je ne peux pas intervenir dessus avec le système central. Ouais. Il y a une séparation. Oui. Mais il y a les modules... Alors que l'habitude, par exemple, la notion d'habitus de Bourdieu, je peux avoir un certain habitus gestuel, et je peux, à l'aide du système central, contrôler mon habitude. C'est en ce sens-là, l'habitude semble pénétrable par des cognitions de haut niveau, alors que les modules ne le sont pas. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on a les automatismes. Et vous avez raison, il faut être précis dans la terminologie, soit module, soit habitude. Mais pour moi, je suis contre l'idée que nous avons les modules raffinés et dédiés aux situations sociales et compliquées. Et ça, c'est les enjeux de psychologie évolutionniste. Vous avez un module de tuer sa femme si elle se trompe. La violence, c'est un module transmis par parce que c'est une stratégie de transmission de gènes de la part des hommes sans pouvoir. Tu peux lire les trucs inimaginables. C'est contre ça, en même temps. Mais on a des habitudes, on a même les modules ontogénétiques. Par exemple, quand je... OK. So, avec Brain and Culture, l'autre truc, c'est l'épigénétique. Il y a 10 ans maintenant, il y avait les expériences d'un psychologue à Montréal qui s'appelle Michael Meany. C'était avec les rats. C'était avec les mères rats et les enfants. Et on savait déjà au niveau comportemental que les rats, les mères rats qui lèchent leurs enfants, les enfants de mères, well, okay, I'm getting tired. I'm going to explain this in English because I haven't worked this out yet, and I'm really kind of tired. Okay, so you have a mother rat, and if she licks the baby rats, when those baby rats have their children, they will lick the pups. Okay? Ça va? Donc c'est une transmission de comportement. C'est bien constaté au niveau de comportement. Mais si, with mother rats who don't lick their infants, right, qui ne lâchent pas leurs enfants, il y a des problèmes de développement par rapport à la capacité de soutenir le stress, etc., etc. Et ils ont identifié quelques mécanismes épigénétiques sur l'expression de gènes dans les cerveaux des rats, et donc c'est une methylation. Donc c'est le ADN est formé dans les spirales comme ça, ouais. Et c'est un groupe methyl. Et si tu enlèves le groupe methyl, tu facilites l'expression de gènes. Ouais. Et l'épigénétique, d'après les expériences de Meany, c'est le fait d'être léché par la mère qui enlève le groupe de methyl. Et ça peut être transmis par génération.
Et donc, c'était épigénétique parce que le serré de ADN, ça reste le même. Hein? Mais c'est le groupe de métal qui peut être transmis. Et ça, donc, tu peux transmettre une différence dans les expressions du gène sans avoir changé le serré d'ADN. Ça, c'était révolutionnaire. Hein? Et Wechsler il a écrit son livre avec ce phénomène. C'était un des bases de sa théorie. Ok, donc, 1h30. C'est tout pour moi. Ben, si vous avez des questions, c'était un domaine énorme, mais c'est neurologique, psychologique, historique, politique. Mais en tant que Toulousien, ouais, il y a maintenant presque 9 ans, il y avait l'ouragan Katrina. J'habite Baton Rouge, donc il y avait un événement. Je me suis dit, comment expliquer cet événement? Ouais, il faut mener un case study, c'est-à-dire une enquête sur un événement. Et il faut tracer, pour expliquer Katrina, il faut tracer les phénomènes météorologiques, historiques, l'histoire du racisme en Louisiane, l'histoire d'agriculture en Louisiane, l'histoire de l'éveil du fleuve Mississippi. Il y avait plein de trucs qui a été cristallisé par l'événement. Et pour moi, c'était une révélation de la méthodologie philosophique. Ouais, et c'est la même chose ici. Pour expliquer l'acte de tuer, il faut avoir une enquête multidisciplinaire, parce que c'est pas juste trouver un variable invariable et le rapport entre les variables pour expliquer un phénomène si complexe que l'acte de tuer. Donc ça, c'est le... Pourquoi la philosophie ne s'y est pas intéressée jusqu'alors, à votre avis? Ça, je ne sais pas. Dans la préface de mon livre, je vais considérer cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'actes à laquelle la philosophie s'est intéressée. Mais il y a Alain et Ernst Jünger qui ont écrit sur l'acte, parce qu'ils ont combattu, ils ont été même des soldats, et ils ont écrit... Tu connais un peu leur thèse? Alain un peu, mais ils sont assez... Alain et Bergson étaient assez fascinés et intéressés, et Jünger aussi, on lui a beaucoup reproché, c'est-à-dire que c'est un regard plutôt positif, c'est-à-dire cette capacité à l'homme, qu'a l'homme de se transcender à travers l'acte guerrier. Enfin, chez Bergson, ça rejoint un peu, il y a presque quelque chose de mystique dans l'acte guerrier. Mais ce qui est intéressant, c'est des personnes qui ont connu à la première personne ce que ça faisait que de tuer. Et Wittgenstein, c'est seulement des notes, il n'y a pas vraiment de livre, et pour le coup, il avait la possibilité d'avoir un grade, d'être officier, etc. Il a vraiment insisté pour être soldat première classe. Enfin, je pense que dans cet acte de tuer, il y a vraiment un aspect indéniablement culturel, parce que moi, personnellement, je ne m'imagine pas du tout. Je pense que je déserterais. Enfin, je suis une lâcheté incroyable. Je pense que beaucoup de gens de notre âge, de notre génération, feraient de même, alors qu'il y a un siècle, c'était tout à fait normal. C'était par dizaines de milliers. Aujourd'hui, en France, dès qu'il y a un soldat français qui meurt, tout le monde s'émeut. Ouais. Et... Non, Collins... Oui. Le centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est assez ironique. Ouais, oui, Collins a dit que
un des problèmes, un des problèmes le plus difficiles pour il faut résoudre le problème de la lâcheté ou de déserteur. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont formé dans la Première Guerre mondiale, il y avait le tranche, et puis il y avait les policiers militaires, avec les commandes de tuer les déserteurs. Oui. Et donc il y avait c'était un problème de formation, et aussi, et je crois que dans les guerres du Moyen-Âge aussi, il y avait toute la formation, il y avait les gens de premier rang, et il y avait aussi les disciplinaires, les gens qui ont discipliné les soldats. Non, sont deux. Pour moi, c'est encore une fois, c'est Homère qui est incontournable. Vous vous rappelez que dans l'Odyssée, Ulysse a été déguisé dans son propre château, hein, et pour tester la fidélité de Pénélope. Et donc il a été déguisé en mendiant. Hein. Et son premier nourrice, hein, parce que c'était l'hospitalité, la reine a dit, oh, vous êtes mendiant, il faut que vous baigniez avant notre discussion. Ouais. C'était la nourrice qui a dit. Et la nourrice a détecté la cicatrice juste là dans le cuisse de Ulysse, qui était le résultat de sa formation de chasseur. Ouais, parce qu'il y avait tout le dernier rite d'un jeune homme d'être guerrier dans ce temps. Tu as été formé pas dans la bataille entre les hommes, mais dans la chasse. Ouais. Et les jeunes Grecs, ils ont commencé avec les lapins. Hein. Et puis petit à petit. Et le dernier, c'est le sanglier. C'est pas mal, hein? Avec un lance. Oui, toi, un lance et le sanglier. Oui, donc, c'est-à-dire qu'il y avait une formation pour habituer le corps de l'intensité de bataille. Ouais, il faut avoir juste étape par étape, ouais, pour habituer le corps de l'intensité. Et donc c'était un petit détail dans Homère, donc c'est inoubliable parce que c'est aussi dans la dernière scène de l'Odyssée. Il y a parce qu'il y avait la réhabilitation de le fils d'Ulysse, le fils Télémaque. Mais il reste, dans la bataille dans le château, il y avait le massacre de Suitors. Mais la dernière scène, il faut réhabiliter la puissance de tuer du père de Ulysse. Ouais, parce qu'il y avait confrontation de la famille, des gens massacrés. Ouais, et la famille de Ulysse, donc c'était Ulysse, le fils et le père. Le fils a été déjà formé par la bataille dans le château, et donc il faut avoir la réhabilitation du père. Et donc Ulysse a laissé son père tuer un seul gens dans la confrontation, et puis il a fait la paix entre dans les deux groupes. Et donc ça, c'était symbolique de la possession de la
possibilité de tuer, mais le contrôle par la famille d'Ulysse. Et donc, c'était sa transformation de guerrier en soldat en roi. C'est le roi qui contrôle la paix ou la guerre. Et donc, c'était tout ça pour dire que dans l'histoire de philosophie, il n'y a pas vraiment des analyses assez précises que celles de Homère. Ça, c'est vraiment intéressant entre les deux genres. Parce que c'est pas seulement Homère. Dans beaucoup de littérature, il y a des analyses très précises des données psychologiques des tueurs, des meurtriers, de vengeance, etc., etc. Ça, je ne sais pas, c'est peut-être parce que les philosophes nous donnent la tâche de l'investigation des trucs, des concepts purs et tout ça, et nous avons laissé les analyses psychologiques, littérature, psychologue, je ne sais pas quoi. Mais finalement, la part de la philosophie dans votre analyse est quand même très petite. Enfin, il y a essentiellement de la sociologie, de l'anthropologie et des neurosciences. Oui, mais il y a l'ontologie de la multiplicité, les multiplicités qui se cristallisent dans les événements. Il y a un côté ontologique aussi, mais je crois aussi que c'est à nous, les philosophes, un peu. Tu peux dire que si un philosophe fait quelque chose, ça c'est la philosophie. Donc c'est une définition opérationnelle. Ouais. Bah, c'est un truc multidisciplinaire. Ouais. Nous, les philosophes, peuvent lire n'importe quoi. Parce que ça, c'est dans l'écologie intellectuelle de l'université. C'est à nous de faire des trucs comme ça. Parce que je suis déjà titularisé après 5 livres. Je peux faire des trucs un peu bizarres. Mais les sociologues sont plus disciplinés que les philosophes, je crois. Je ne sais pas si Deleuze serait d'accord avec vous. Ah oui. Ouais, le livre le moins, le livre que c'est pas un livre détesté, mais je n'aime pas qu'est-ce que la philosophie. J'aime plutôt Mille Plateau. Et en Mille Plateau, il y a beaucoup de sciences. Mais qu'est-ce que la philosophie avec cette division entre la science, la philosophie, l'art? Parce que un des concepts que j'aime beaucoup dans Mille Plateau, c'est le concept de science mineure et science majeure. Et ça, c'est pas dans qu'est-ce que la philosophie. C'est juste la science. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Juste sur ce point, moi j'aimerais poser une question à Gilles. As-tu plus appris sur l'homme dans cet exposé ou dans un cours sur Kant? Les sornettes kantiennes sur l'homme. Oui, non mais... Non, mais voilà, si la philosophie... Oui, mais Kant a fait une anthropologie, une géographie aussi. Mais il y a un genre de philosophie, l'anthropologie philosophique, hein, avec Cassirer, c'était une tradition. Pour le coup, Cassirer, je trouve ça bien plus admirable que Kant, et bien plus informé, empiriquement. Ouais. Voilà, dans le livre que je vais écrire, je vais comparer les fantasmes les sociétés préhistoriques de la part de Nietzsche, par exemple. Tous ces trucs avec la cruauté, les dettes, c'est juste des fantasmes. Dans la société chasseur-cueilleur, il n'y a pas de dette. Donc il n'y a pas de cruauté. Oui. Dès que
on a la civilisation urbaine, etc., avec les contrats, les banquiers, oui, les dettes et les punitions. Ce n'est pas dans les préhistoires, mais Nietzsche, il a imaginé le tout. J'aime bien Nietzsche, mais il faut comparer ce que nous savons maintenant, après un siècle d'anthropologie. Ce n'était pas la faute de Nietzsche, parce que c'était en 1880. Il n'y avait pas beaucoup d'anthropologie. Mais il faut reformuler quelques formules de généalogie de morale. Et donc, ça fera partie de mon livre aussi, c'est le côté philosophique de comparaison des choses que les philosophes ont dit sur la guerre, et la violence, la capacité de violence, la sauvagerie humaine, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et pour te répondre, Martin, sur la place de la philosophie là-dedans et sur des études de ce type, évidemment que c'est nécessaire de s'appuyer sur les sciences sociales et naturelles et leurs résultats, et en même temps, beaucoup de leurs résultats sont extrêmement intuitifs et n'apprennent pas des choses fondamentalement nouvelles sur le conditionnement ou le fait de... Enfin, je veux dire, il faut s'appuyer sur des résultats, puis après, il y a des techniques philosophiques particulières d'étude des conditions de possibilité de l'expérimentation. Parce qu'il y a un article de Lazarfeld qui est une recension, et je me demande si ce n'est pas la recension du livre de Marshall. Et dans cette recension, il dit la chose suivante. Il dit, parce que c'est un livre sur tout un tas de travaux sociologiques sur l'armée. Il dit, bon, ben, au fond, ce que nous apprend ce livre, c'est que les soldats qui ont grandi à la campagne se portent beaucoup mieux dans l'armée que les soldats citadins. Ils se portent beaucoup mieux parce que, ayant grandi dans un milieu rural, ils sont habitués à la vie dure, et il y a tout un tas de facteurs comme ça, qui fait que ce sont des gens rustiques et qui ont la force, et du coup, ils se portent mieux dans l'armée. Et une formation par chasse, sans doute. Vous êtes des chasseurs. Et donc, mais il conclut, donc il y a eu toute cette formation, toute cette étude sociologique qui nous apprend ça. Et le lecteur dubitatif pourra demander, mais à quoi bon faire une étude scientifique, une étude sociologique pour nous apprendre ça? Parce que c'est effectivement intuitif de penser que les gens qui ont grandi. Et il dit, le seul problème, c'est qu'en fait, cette étude sociologique nous montre exactement le contraire. Et ce qui est génial dans ça, donc, il introduit sa recension comme ça, et ce qui est génial, c'est que ça montre très bien que, en fait, il faudrait vraiment prendre systématiquement, demander les intuitions des gens sur tel sujet, ensuite faire l'étude et voir si ça confirme nos intuitions ou pas, pour savoir si c'est le cas. Oui, et bien souvent, ça va aller dans le sens de nos intuitions, mais ça va y aller de façon beaucoup plus précise. Oui, non, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi, il faut des protocoles et ça sert à rien de s'appuyer sur les lieux communs sans les vérifier. Non, évidemment, mais disons qu'on n'est pas obligé d'abandonner la philosophie au passage, il y a des techniques. Non, mais la philosophie est nécessaire ensuite pour théoriser, pour tirer des conclusions générales. Et puis à réfléchir aux conditions de possibilité, à des niveaux qui ne sont pas donnés immédiatement par des enquêtes ou des observations. Absolument d'accord. Et oui, non, mais voilà. Ouais, non. Mais tu sais, au fond, bon là c'est même pas l'enjeu de la chose, mais moi je vais faire un travail de thèse qui va s'appuyer sur la psychologie développementale et cognitive essentiellement. Enfin bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Il est 6 heures, sinon on va conclure la séance là-dessus. D'accord, alors bon, merci beaucoup encore une fois Monsieur Protévi pour cet exposé, et puis merci à vous d'être venus. Il reste une séance du séminaire avant la clôture, qui sera en début de semaine prochaine, la date reste à fixer, et Louis Morel, ici présent, et moi-même présenterons, disons, quelques éléments sur le pluralisme moral, voilà, pour finir l'année pluraliste. Merci beaucoup. Merci.